Bonjour, je suis Stella Warnier et vous écoutez la 2e saison de Raconte-moi un commun. Chaque semaine, je reçois une personne qui m'a inspirée pour partager un récit d'entraide, de soins, de mise en commun et de bâtir le quotidien dont on rêve. Pour soutenir le balado et me permettre de continuer à mettre en lumière les communs, abonnez-vous, commentez, faites circuler les épisodes et pour 5$ par mois sur Patreon, vous pouvez m'aider à poursuivre le projet. Pour comprendre c'est quoi, les communs, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction du balado. J'ai hâte de vous partager toutes ces histoires, parce que créer du lien et se libérer de l'individualisme, c'est ensemble qu'on peut le faire. Un kiosque en libre service au bord de la route, un four à pain collectif, des paniers de légumes qu'on vient chercher chaque semaine. La Charrette offre un lieu de rencontre et de partage. Bien ancrée dans la communauté de Saint-Élie de Caxton, la coopérative de la Charrette compte aujourd'hui 10 membres et une quantité impressionnante de bénévoles, tous composés des habitants du village qui aiment venir donner un coup de main pendant les récoltes. Maxime fait partie des 4 amis qui, sans expérience agricole préalable, ont un jour quitté la ville pour devenir agriculteurs. Aujourd'hui, il élève ses enfants à Saint-Élie et mêle travail et amitié de manière indissociable. Dans cet épisode avec Maxime, on parle de tourisme à Saint-Élie, d'accueillir de nouveaux membres dans un commun, de laisser les projets évoluer et surtout d'amitié. J'espère que ça vous inspirera. Bonne écoute! Maxime Tremblay, bonjour. Bonjour. Tu es un des fondateurs de la coop La Charrette, une ferme à Saint-Élie de Caxton. Tu as fait ta maîtrise en biologie et tu as un intérêt particulier pour la gouvernance et les liens entre les gens au sein des initiatives collectives. J'ai hâte qu'on parle de tout ça, mais avant qu'on commence, est-ce que tu peux me dire, Maxime, quelles valeurs sont fondamentales pour toi? Il y en a plusieurs. Mettons, mes valeurs fondamentales, par exemple, au sein de la coop, c'est de créer un environnement qui est bienveillant, puis comme que les gens se sentent bien puis accueillis. Tu sais, dans une perspective comme plus globale, pour moi, c'est vraiment important que ça fasse du sens, puis que on crée quelque chose qui est comme une réponse finalement à l'époque dans laquelle on vit, puis qui fasse du sens. Puis toi, je sais que tu as un intérêt vraiment justement pour toutes ces questions-là de réfléchir comment est-ce qu'on développe, comment est-ce qu'on évolue ensemble, comment est-ce qu'on tient compte des liens entre les gens. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce que ça éveille en toi quand on parle de commun? C'est comme beaucoup d'espoir, tu sais. Pour moi, c'est comme la manière qui fait qu'on peut être ensemble, puis être bien, se réaliser, faire du sens aussi, tu sais. C'est aussi la manière qu'on peut être plus égal, qu'on peut grandir tout le monde ensemble. C'est dans l'égalité puis la justice entre tout le monde, tu sais, finalement, qu'on s'élève tout le monde ensemble. Tu sais, la ferme, je pense qu'elle est comme un commun à 2 niveaux, si on veut, parce que est un commun dans le sens où ce que les gens qui viennent travailler, qui sont intéressés à en faire partie, peuvent joindre la ferme en tant que membre, puis vraiment participer comme à l'élaboration de sa mission puis sa vision stratégique. Puis il est aussi un commun au sens où ce que les gens qui sont dans la communauté peuvent aussi se l'approprier puis en faire partie, comme à un autre niveau d'échelle, puis comme de manière différente. Je suis très d'accord, j'ai eu l'impression de m'entendre pendant que tu donnais ta réponse au début. Puis Maxime, il y a 3 ans, tu t'es installé à Saint-Élie parce qu'avant, tu étais à Trois-Rivières. Donc, tu faisais la route tous les jours pour la majeure partie de l'existence de la coop. Comment ça a changé ton rapport à la coopérative, devenir aussi habitant de Saint-Élie, puis c'est comment vivre à Saint-Élie? Ben, mon rapport à la coop, ça l'a quand même vraiment beaucoup changé, là. Tu sais, la ferme, comment on écrit notre mission, c'est qu'on veut toujours que la production de légumes soit un peu le véhicule pour créer un milieu de vie. Tu sais, en habitant loin, je vivais moins cet aspect-là de milieu de vie. Tu sais, je le vivais, mais comme, tu sais, en étant plus loin, c'est plus difficile. Puis là, en étant proche, ben c'est ça, ça change le rapport. Puis en même temps, tu sais, on changeait de site en même temps que je déménageais un peu à Saint-Élie. Le rapport à la ferme il est en train d'évoluer déjà. Juste comme d'être là dans cette période-là, d'être plus proche, puis de pouvoir vivre toute cette émergence-là, tu sais, qui est en train de se présenter, puis d'être assez proche, tu sais, pour vivre peut-être plus les petits moments informels, tu sais, finalement, que si t'es loin, ben il y en a plein. Puis d'habiter au village, ben juste par rapport à la ferme, tu sais, de croiser ses collègues tout le temps, tu sais, d'aller porter les enfants à l'école, de croiser ses collègues, puis en même temps, après ça, de se revoir dans le champ, tu sais, il y a quelque chose de... il y a une certaine magie, là, Ouais. d'être avec ses amis. C'est vraiment comme, la collectivité, là.
Ouais, c'est ça, tu sais, on fait partie de la collectivité tout le monde, tu sais, maintenant, sur les 10, on est les 10 à habiter à Saint-Élie. J'essaie de compter tout le monde, mais je pense que oui. Fait que, tu sais, dans tous les événements sociaux, finalement, on finit par se croiser. Fait que c'est comme des amis proches. Puis Saint-Élie, ben, c'est juste, ça finit plus de nous impressionner, Nous d'évoluer émerveiller. dans le beau sens, d'émerveiller, ouais. Moi, je suis vendue, là, ça fait 48 heures, puis Ouais, j'ai vu la magie opérer. Ben, Guy, avec qui on a fait l'épisode qui est sorti la semaine dernière, a fait un bon travail pour me faire visiter un peu tout et m'emmener dans tous les endroits pour être convaincue et séduite par Saint-Élie. ben tant mieux, tu sais, parce que j'habite au village, tu sais, il y a la traverse de lutin, je vois la traverse de lutin de ma cuisine. Tu sais, je vois beaucoup de monde arriver en voiture, débarquer, aller voir la traverse de lutin, puis rembarquer, mais tu sais, cette période-là, avec la féerie, la magie des lutins, par exemple, les contes de Fred Pellerin, c'est quelque chose que des fois, les gens viennent chercher, mais ça a vraiment diminué, ça n'existe presque plus au Ouais. village. Fait qu'il y a des gens qui viennent chercher des fois quelque chose que je pense qu'il n'existe plus. Moi, je le vois à travers la traverse de lutin, comme les gens, ils débarquent, ils prennent 2 photos, ils rembarquent. Après ça, je sais pas ce qu'ils Mais vont au le village, tourisme, tu sais. c'est vraiment beaucoup ça aussi, là. Oui, Tu sais, je c'est veux dire, en général, je pense que les gens ont une consommation de la découverte et du tourisme qui est devenue vraiment, malheureusement, pas très ancrée, pas très je veux découvrir un territoire, mais beaucoup plus faire de la photo puis repartir, là. ouais, exact. C'est juste Je veux que vraiment pas généraliser, là, mais tu sais, je pense qu'on observe des tendances en général en tourisme qui est pas forcément, genre, durable. comprends, c'est juste que pour moi, une fois qu'ils ont pris cette photo-là, ils ont pas d'autres photos à prendre à Saint-Élie, tu sais. Fait que je me dis, c'est du monde qui reviendront pas, tu sais. Je veux dire, ils vont Non, mais avoir c'est vu ça, tu ça. sais, ils ont pas rencontré Isabelle à la boulangerie. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas allés au comment ça Exact. s'appelle, le Vroom-Vrac, c'est ça? Broumbrac, Ouais. une épicerie du village. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi, mais tu sais, c'est que je trouve que la magie du Saint-Élie, elle se passe beaucoup dans l'informel Mais c'est aussi, ça, tu sais, c'est dans avec les les liens gens, en entre les fait. Ouais, gens, tu sais. ouais, ouais. Puis ça, Puis c'est aussi ça que les contes de Fred Pellerin, finalement, décrivent. C'est la magie des liens entre la communauté aussi. ouais, exact, c'est vrai. Donc, se raccrocher à, finalement, des symboles qu'il a créés ou ce genre de symboles-là, c'est finalement complètement passer à côté du message. Venir ici, prendre la photo, partir, mais pas... Ouais, puis tu sais, peut-être que je me trompe, là, peut-être que ces gens, après ça, ils vont faire des connexions profondes avec chaque Ouais, en personne fait, qu'ils moi, je suis rencontrent au juste dans, village. dans le gros jugement depuis 2 minutes. J'ai aucune idée qui sont ces gens-là. Je me fais Non, des mais moi films. non plus, tu sais, je veux dire, puis je me fais aussi une idée de qu'est-ce qu'ils font après avoir pris leurs photos, tu sais, mais c'est juste que ce que je constate, c'est que, je sais pas, c'est juste que pour habiter à Saint-Élie, pour voir Saint-Élie, c'est quoi, tu sais, c'est vraiment comme, la magie s'opère comme dans la collectivité, dans la Ouais. communauté, les liens entre les gens, tu sais, puis c'est aussi un village magnifique, serpenté par une rivière, avec, dans une vallée, avec, des montagnes, un patrimoine bâti religieux aussi qui est vraiment très beau. Fait que, ouais, non, vivre à Saint-Élie, ça arrête pas on n'arrête pas de trouver ça fantastique. T'as grandi au Saguenay. T'as vécu longtemps à Montréal. Puis, avec tes amis Alexandre Fouillet, Florence Bélanger et Mia Dansereau, vous étiez à peu près dans la vingtaine, début trentaine, vous aviez ce rêve d'avoir votre ferme, comme plein de jeunes peuvent avoir à une époque. Mais vous l'avez réalisé en 2018. On va raconter cette histoire, mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous aviez ce rêve-là? Ben, justement, je pense que comme c'était l'émergence là, du livre de Jean-Martin Fortier, là, Le jardinier maraîcher, puis je pense que chacun, les quatre de notre côté, on avait envie de faire un métier qui ferait du sens. Je pense que comme pour nous étudiants en biologie, mis en histoire, je pense qu'on était comme intéressés à explorer le monde, à découvrir comme des facettes à travers ce qu'on allait étudier. Mais tu sais, je pense que ce qui nous réunissait, tu sais, c'est comme de trouver quelque chose qui fait du sens. Puis pour nous, comme de faire la ferme, de faire ce métier-là, ça faisait beaucoup de sens. Puis le livre de Jean-Martin Fortier, il donnait comme un peu une recette qui montrait ça comme quelque chose d'accessible puis de possible. Après, en le faisant, on rencontrait comme le décalage entre la magie qui était comme explicitée dans le livre avec des revenus comme très élevés par hectare, par exemple. Vous avez aucune expérience en agriculture. Non, l'expérience la plus grande dans l'agriculture qu'on avait dans nous quatre, c'est que les parents d'Alex, il y avait un passé comme paysan en Europe, là, mais tu sais, je veux dire, nous les quatre, Comme eux-mêmes, ils étaient en Europe ou genre leurs ancêtres? eux sont français, c'est Ah, ok, ses mon Dieu, je parents. pensais que tu disais qu'ils venaient Non, 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 ils non. venaient d'Ancêtre. Je me disais, c'est quand même un petit peu loin comme lien. Non, non, non. Ses parents sont français, puis comme ils venaient d'un milieu paysan, mais tu sais, on avait un background finalement agricole qui était comme Hmm. proche de Néantiel.
Puis ça a été quoi le déclic pour passer du rêve à la réalité, pour finalement prendre ce risque-là pour vous lancer? Ben, on avait manifesté comme notre intérêt entre nous. Florence, je pense qu'elle avait comme la vision assez claire pour croire que on pourrait le matérialiser. Je pense qu'elle est venue nous chercher comme les trois, un après l'autre, tu sais. Elle nous a comme embarqué dans ce projet-là. Puis après ça, la suite d'étapes est devenue claire. Comme on était rendu là dans nos vies, dans nos déménagements, tout ça, tu sais, puis dans comme le moment qu'on est capable de se regrouper puis partir le projet. Fait que en 2018, c'était notre première année qu'on décollait. Mais vous étiez pas à Saint-Élie. Non, on n'était pas à Saint-Élie, on était dans le village de Charette, qui est comme voisin de Saint-Élie. Dans le fond, on n'avait pas vraiment d'actifs, tu sais, on sortait de l'université, fait qu'on n'avait pas vraiment d'argent, tu sais, pour partir de ce projet-là. Fait que c'est sûr que pour nous, pour le décoller, il fallait qu'on le parte en location. Il y a de la parenté, là, dans de la famille, là, qui nous a offert de faire le projet chez eux. De louer une terre, ouais, parce que avoir un prêt financier pour une terre à des centaines de milliers de dollars, ça aurait pas été possible pour des gens qui sortent de l'université, là. Non, exact, vraiment pas. Tu sais, on n'avait aucune garantie, là. Les premiers prêts qu'on prenait, on mettait nos grelinettes de garantie, là. C'était littéralement ça. Tu sais, pas les grelinettes, mais le Jang, là, qui est un semoir là, qui vaut genre 700 $. Je veux dire, Ouais. tu sais, on allait vraiment piocher dans toutes les miettes. Fait que la location, c'était le bon moyen de partir. Puis c'était aussi, ça nous a beaucoup souri parce que c'était comme une manière aussi de tester beaucoup de choses sur un lieu, tu sais, qui serait pas comme... Nous, on savait déjà, tu sais, quand on a parti le projet, que c'est pas là qu'on finirait comme le projet. C'était comme une étape pour nous. On voyait plus loin où est-ce qu'on voulait l'emmener. Fait que, tu sais, ça nous a vraiment servi de laboratoire, tu sais, pour comme comprendre comment on veut faire le projet, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, de quoi qu'on a besoin pour l'emmener à notre échelle, tout ça. Puis tout à l'heure, quand on était justement à la coopérative pour que je puisse rencontrer tout le monde, un moment chaleureux vraiment chouette. Je pense que c'est Mia qui racontait que la première fois que vous avez dû vous occuper de vos propres semis, vous avez mis 2 heures à faire un seul bac de semis à 4 autour en train de vous dire est-ce que la terre est assez humide? Qui est-ce qui se rappelle? Comment est-ce qu'il faut planter ça? À quel endroit? Tu sais, il y avait comme un peu peut-être une fébrilité de se lancer là-dedans sans avoir toute l'expérience puis de se dire OK, là, on le fait pour vrai, là. Oui, assurément, tu sais, je veux dire, on n'avait jamais vraiment fait de jardin, tu sais, même pas des jardins personnels, tu sais, fait qu'on partait comme ce projet-là avec des moyens aussi qui étaient limités. Dans le fond, on louait un espace de serre à un serriste pépiniériste qui est dans la région, chez Serge Dupuis. Et là, on n'avait pas les bonnes températures, on mettait des couvertes par-dessus, on mettait des chaufferettes en dessous pour s'assurer que ça chauffe assez. Tu sais, on cherchait Que les tomates gèlent pas. Ouais, que les tomates gèlent pas, tu sais. Mia racontait aussi, tu sais, à ce moment-là, qu'à un moment donné, la température avait chuté une nuit, tu sais. Fait que là, on avait vraiment comme des stress. Puis oui, tu sais, au début, je pense que ça illustre, dans le fond, tu sais, qu'on soit toutes les quatre autour d'un plateau de semis, tu sais, pour semer les graines. Ça illustre, au départ, on sentait qu'on s'investissait dans chaque tâche, finalement, les quatre ensemble, tu sais. On avait à cœur que le projet fonctionne, puis on voulait faire partie de tout ça. Puis, tu sais, rapidement, commencer à comprendre c'est quoi les aptitudes particulières pour les différentes personnes, commencer à comprendre les rôles qu'il faudrait assumer, tu sais, dans la coop pour que ça fonctionne. Tu sais, on avait comme travaillé sur des fermes, on apprenait l'entrepreneuriat en même temps qu'on le faisait. Fait que tranquillement, pas vite, selon nos intérêts, nos forces, on a commencé à se spécialiser un peu dans nos différents domaines. On a sorti de 4 autour d'un plateau de semis à... Toi, tu vas faire 2. Ouais, 2, une personne, tu sais. Toi, tu vas faire les semis, toi, tu vas faire les travaux mécaniques, toi, tu vas faire les constructions, puis tranquillement, pas vite, Ouais. on s'est spécialisé. Mais vous êtes toujours resté à l'horizontale en termes de gestion et de prise de décision à ce moment-là, quand vous étiez 4. Tout le monde décidait ensemble, là. Il n'y avait pas une personne qui était en charge de dire aux autres quoi faire ou qui était responsable des décisions. Ouais, c'est ça. Fait que depuis le début, les 4, non, effectivement, on n'avait pas de spécialisation particulière ou de quelque chose qui aurait justifié, tu sais, qu'il y ait une hiérarchie qui se crée naturellement. Surtout au début, tu sais, on était juste 4, fait que c'était facile de prendre des décisions de manière organique. Je pense que tu disais tantôt justement que quand il fallait acheter, je pense que tu l'as dit en blague, mais tu disais, tu sais, il fallait acheter un sac de terreau. On allait avertir tout le monde. On prenait la décision tous les 4 de savoir si on allait de l'avant avec cet achat. C'est comme à moitié une blague, tu sais. Je me souviens de discussions autour de la table, tu sais, où est-ce qu'on parle des prochaines binettes qu'on va acheter l'année prochaine, puis qu'on a comme une sérieuse discussion sur le nombre de binettes qu'on a besoin par rapport au fonds qu'on a, tu sais. Oui, on prenait des décisions à 4. Tu sais, c'était aussi comme un moment, tu sais, que j'ai comme souvenir, tu sais, qui était... On avait nos premiers enfants, tu sais, on avait nos premières maisons, puis là, on commençait à partir le projet, puis on commençait à apprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, tout ça, tu sais, puis
On avait ces moments-là autour de la table, tu sais, de la cuisine chez un ou chez l'autre, tu sais, à quatre, puis on prenait les décisions ensemble, tu sais, puis on avait toutes les quatre comme on décidait la direction que ça prenait ensemble. Tu sais, après ça, là, maintenant, tu sais, ça a pris... Ça a pris de l'ampleur, puis c'est sûr qu'on y reviendra. Quand je t'écoute t'expliquer à quoi ça pouvait ressembler quand vous étiez encore tous les quatre et que vous étiez encore dans le village de Charette, puis que vous aviez vos familles, tout ça, c'est un projet merveilleux, mais c'est un peu un projet de fou aussi. D'arriver là sans expérience, de se lancer, de fonder des familles en même temps, comment est-ce que c'était de gérer ça et de maintenir ces amitiés? Je pose la question parce que visiblement, vous avez très bien réussi, vous êtes encore tous des amis, mais comment est-ce que tu décrirais ça? Ben oui, c'est sûr que c'était des moments quand même fous, tu sais, puis quand on le regarde avec du recul, on constate dans quoi qu'on était, mais tu sais, sur le moment, on faisait qu'est-ce qu'il y avait à faire, puis on s'émancipait aussi, notre projet, il grossissait tranquillement. Je me rappelle qu'on disait, on faisait des cauchemars de légumes, tu sais, c'est comme, on plantait les légumes, c'est la première fois qu'on faisait ça, puis on savait pas comment un légume poussait nécessairement, on avait des maladies, on savait pas quoi faire, on avait des mentors maraîchers qu'on appelait pour des questions maintenant, qu'on a appris à faire face, tu sais, puis qui, maintenant, ils apparaissent un peu simplistes, tu sais, mais oui, tu sais, je veux dire, c'était des moments qui étaient stressants, c'est sûr, mais avec du recul, c'est aussi des moments qui étaient joyeux, tu sais, dans qu'est-ce qui se manifestait, puis tu sais, les jeunes enfants aussi qui venaient à la ferme, qui faisaient partie de tout ça, finalement, parce que les grossesses... Qui ont vraiment grandi là. Ouais, au début, les enfants étaient vraiment beaucoup là. Je pense qu'on avait une amitié qui était forte, un tempérament qui était pas dans la confrontation beaucoup, surtout pour 3 d'entre nous, qui sont pas moi. Ah. Fait que c'est ça. Ça l'a créé, ce climat-là, je pense. Tu sais, ça, la chicane, ça prenait pas une grande place. Dès la première année, on a fait des formations en CNV. On a décidé comme de s'outiller là-dedans dès le début, en communication non violente. OK, ouais, c'est bien. Puis c'est demeuré comme un genre d'outil, finalement, tu sais, pour adresser des conflits. Puis ça nous a tous mis sur le même moyen de communication quand il y a un conflit, tu sais. Fait que ça l'a aidé. Maintenant, tu sais, chaque nouveau membre de la coop, c'est quelque chose qu'on demande, tu sais, qu'il fasse une formation en CNV pour comprendre le langage, tu sais, puis comme que ça puisse être utilisé en cas de conflit. Je l'observe beaucoup ça dans les communs, puis je trouve ça génial de reconnaître qu'on peut tous et toutes avoir une excellente volonté, mais on n'est vraiment pas tous et toutes équipés de la même manière, on n'a pas la même éducation, les mêmes parcours de vie, toutes ces choses-là. Se donner les moyens que ça fonctionne en étant tous et toutes formés à ce type de communication-là, je trouve que c'est vraiment bien. Éventuellement, de ce village-là, de Charette, vous avez la chance de venir ici, sur le terrain de Saint-Élie. Comment est-ce que ça se passe? Ça faisait déjà quelques années qu'on cultivait à Charette. Je pense que ça faisait 4 ans que là, tu sais, nous, on louait comme une partie de la grange puis un appentis qu'on utilisait comme bâtiment. Ouais, c'est ça qu'on avait comme espace abrité. Tranquillement, pas vite, on a commencé à s'accaparer pas mal toute la grange. Puis après ça, il y avait comme un garage aussi, normalement, qu'on n'avait pas accès, mais tu sais, on avait des besoins. Fait que les propriétaires qui nous louaient, ils étaient d'accord. Fait qu'on a commencé à utiliser le garage aussi, mais quand même pour des périodes prolongées avec beaucoup de légumes parce que la ferme grossissait. Puis à un moment donné, on était rendu dans la salle mécanique de nos propriétaires dans leur maison pour faire le séchage de l'ail ou comme des choses qui prenaient moins de place. À un moment donné, tu sais, je veux dire, naturellement, on a compris, tu sais, que c'était le temps qu'on passe à la prochaine étape. On avait besoin d'un plus gros bâtiment. C'était un peu ça qu'on avait toujours planifié, qu'on ferait une phase, comme je le mentionnais tantôt, là, on faisait une phase de démarrage, puis après ça, à un moment donné, on aurait notre terre, nos choses. Puis on aurait aimé ça, à ce moment-là, rester là. Puis finalement, ça s'est pas matérialisé. On voulait acheter une partie de la terre, puis continuer à cet endroit-là, sur un sol qu'on avait travaillé depuis plusieurs années. Finalement, on a trouvé une terre à Saint-Élie. C'est Alex, il a fait toute la matrice, les matrices de cadastre. Ah, c'est drôle, ça, tu m'as expliqué tantôt. Alex a fait toutes les matrices de cadastre là, des villages avoisinants puis de Saint-Élie. Il regardait sur Google Maps. Il regardait sur Google Maps, puis il retrouvait les terres, il trouvait le propriétaire. Il appelait. Ouais, il a vraiment fait comme sa job de détective pour trouver une terre. Ouais, c'est vraiment ça. Ça a fini par porter fruit. On a trouvé une petite terre de 4 hectares à Saint-Élie-Caxton, puis on était vraiment contents de trouver la terre à Saint-Élie. Alex puis Flo, il habitait déjà à Saint-Élie. Tu sais, on voyait un peu comme l'esprit de communauté qui existait puis qui se développait. D'avoir la terre à Saint-Élie, ça permettait comme d'ancrer le projet. Fait que c'est ça, on a trouvé une terre vierge de 4 hectares, 4,2 hectares, je pense. Puis tu sais, là, il n'y avait pas l'électricité sur cette terre-là. C'est une terre qui était cultivée en patates, anciennement, il y a longtemps, en cocon. C'était une terre qui n'était pas bio. Puis il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas d'accès à l'eau, tu sais, déjà tu sais, il n'y avait pas de bassin, il n'y avait pas de rivière, il n'y avait pas de puits creusé déjà. Il y avait vraiment tout à faire, là. Il y avait tout à faire, ouais. Puis pour nous, qui avaient déjà l'expérience de
4-5 années de maraîchage, de tomber avec une page blanche qu'on pouvait comme dessiner au complet, tu sais, puis vraiment comme développer un modèle, tu sais, qui correspondait comme à tout ce qu'on avait À vu, vos puis qu'on avait comme besoins expérience, aussi, à nos ouais. besoins, ouais, tu sais, on a parti de là, puis on a acquis la terre en 2020. En 2021, on bâtissait un premier petit bâtiment qui accueille l'endroit où on fait les semis, puis la salle mécanique des chaufferies des serres, qui sont maintenant chauffées électriques. Puis en 2022, on bâtissait notre plus gros bâtiment qui fait 70 pieds par 38 avec des appentis où on fait le lavage des légumes puis qu'on entrepose. Avec un deuxième étage qu'on a fait un air commun. On a pris le repas tantôt, là. Exact, Ouais. un air commun chauffé où là, on est en train de développer une cuisine. Puis là, en 2023, c'est notre première année de culture sur le nouveau site. Là, l'année passée, on construisait la dernière serre du projet qu'on avait fait. Puis là, cette année, on finit les dernières choses là, de balcon puis de finition là, au deuxième étage, l'air commun. Là. On est en train de finir là, notre projet là, d'implantation, de croissance au deuxième site. Là. Puis cette intégration dans la communauté de Saint-Élie, est-ce que ça a beaucoup changé vos manières de faire? Ce qui nous a surpris puis comme qui était vraiment agréable quand on est arrivé à Saint-Élie, c'est que on s'est soudainement vraiment inscrit dans une communauté. Puis on avait un point de chute dans le garage d'Alex puis Flo pour les premières années. Puis ça faisait en sorte, tu sais, qu'on allait chercher comme une certaine quantité de monde. On se faisait connaître quand même à Saint-Élie. Notre projet était quand même connu, mais de s'établir à Saint-Élie puis d'avoir notre ferme ici, ça a vraiment comme c'est vraiment aller chercher vraiment beaucoup de monde là. Puis maintenant, il y a comme tellement de monde qui gravite autour de la ferme, puis on sent vraiment qu'on fait partie d'une communauté, que la communauté nous appuie. On devient comme une partie importante pour la collectivité. Puis on le sent vraiment à travers les chantiers qu'on fait, à travers les campagnes de sociofinancement qu'on a fait pour 2 projets, le nombre d'abonnés, tu sais, qui viennent chercher leur Mais panier à j'allais chaque semaine dire, à tu Saint-Élie. parles d'abonnement, puis je te coupe, mais c'est que je pense qu'on n'a pas dit que ça fonctionnait par principe d'abonnement avec des paniers. Peux-tu expliquer peut-être juste comment vous fonctionnez avec ça? C'est des paniers, dans le fond, hebdomadaires, des paniers biologiques, en agriculture soutenue par la communauté. Dans le fond, les gens, ils s'abonnent à nos paniers. Maintenant, on fait 22 semaines. Puis les gens, ils s'abonnent pour la saison. Puis ils ont un panier de légumes à chaque semaine. Nous, on garantit un certain nombre d'items qui ont une certaine valeur comme panier. Puis aujourd'hui, vous êtes plus seulement les 4 amis d'origine. Vous en êtes rendu à 10 membres, je pense, maintenant. D'autres personnes se sont rejoints à vous. Ouais, exact, on est rendu 10, ouais. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu l'histoire de cette expansion-là? Qui est-ce qui a rejoint quand? Je pose la question parce que je trouve ça super intéressant. On pourrait croire que comme vous étiez 4 amis à la base, que ce soit très difficile peut-être d'intégrer cette coopérative-là parce qu'on arrive de l'extérieur, on connaît personne. Mais ça a été vraiment tout le contraire. Aujourd'hui, les nouveaux membres, entre guillemets, ceux qui sont là depuis 1 an ou 2, me décrivaient avoir vraiment trouvé leur place auprès de vous puis avoir vécu vraiment un accueil. Ouais, puis pour nous, tu sais, c'est vraiment, tu sais, chaque personne qui décide de venir à coop, qui décide de rester, tu sais, parce que c'est un travail qui est difficile, peu rémunéré, puis tu sais, on essaie de faire le maximum pour que les gens se sentent bien, puis qu'il y a des bénéfices. Et chaque fois que quelqu'un décide de joindre notre projet, qui se sent développer un sentiment d'appartenance assez fort pour qu'il décide de devenir membre, pour nous, c'est toujours une forme d'honneur, puis on est content d'accueillir ces gens-là, tu sais, qui décident d'intégrer le projet. Puis en premier, ça a été Lisande, qui était quelqu'un qui habitait au village, puis qui nous connaissait, puis qui a commencé à venir faire un peu de bénévolat à la ferme, qui s'intéressait aux fleurs, qui avait envie de faire son propre projet. Fait elle a parti son projet de fleurs à la ferme, de fleurs coupées. C'est vraiment elle qui a piloté le projet. Fait que tu sais, cette première membre-là est arrivée avec son projet, puis nous, on l'a appuyé du mieux qu'on a pu, mais c'est elle qui avait comme la charge de mettre en marché, puis de produire finalement les fleurs. Puis, fait qu'au début, on incluait des bouquets de fleurs dans les paniers. Maintenant, on fait aussi affaire des fleuristes. On commence à faire des mariages, tout ça. Tu sais, c'est un volet qui se développe. OK, quand même, ouais. Après ça, c'est Anne-Cécile qui a joint la coop. Anne-Cécile, elle arrivait aussi avec son projet. Elle avait déjà un projet maraîcher qu'elle faisait, puis elle commercialisait dans des restaurants. Puis elle cherchait, je pense, un projet qui pourrait donner, parce qu'elle avait une grande capacité de vente, une grande demande des restaurants avec qui elle faisait affaire, mais elle avait des moyens de production qui étaient limités par rapport à ce qu'elle pouvait vendre. On a eu un bon fit avec la coop. Tu sais, puis c'est drôle parce que il y a des moments où elle connaissait déjà Florence et Alex, ils avaient travaillé ensemble au marché Jean Talon, puis Anne-Cécile, elle nous appelait pour avoir des trucs sur comment faire pousser, ou genre des trucs sur des trucs maraîchers, tu sais, pour faire partie de son projet. Puis Florence,
elle répondait, puis même quand t'étais très chargé, tu sais, elle prenait le temps, tu sais, répondre à Anne-Cécile, puis donner le plus d'aval, tu sais, qu'elle pouvait. Puis, fait qu'à ce moment-là, tu sais, quand Anne-Cécile, elle l'a senti, elle avait besoin comme d'un projet qui avait une plus grande capacité de production. Ben, c'est comme vers nous qu'elle s'est tournée, puis elle est arrivée en même temps qu'on faisait la première saison sur le nouveau site. Son projet, il a vraiment pris énormément d'ampleur à la ferme, là. Le moyen de production, il grossissait beaucoup en changeant le site. Là, on avait plus de superficie, on avait plus de serres, puis elle avait vraiment une grande capacité de vente. Et Donc, tu disais qu'aujourd'hui, après l'avoir inclus, la proportion de vos ventes ou de vos revenus plutôt à la coopérative, comme 50%, c'est grâce justement à cette initiative-là d'Anne-Cécile de son réseau de restaurateurs qui vous achètent directement les produits. ouais, exact. Ça fait 3 ans qu'Anne-Cécile est à la coop. Puis oui, c'est ça. Ça a vraiment parti en flèche, ce projet-là. Puis ouais, effectivement, maintenant, c'est la moitié des revenus. Puis, fait que c'est ça. Les 2 premiers membres sont arrivés avec leur projet. Puis après ça, il y a Félix, qui est un employé avec nous depuis la 2e année de la ferme. On lui avait déjà proposé avant s'il voulait devenir membre, mais vu qu'il arrivait comme pas avec son projet, puis il y avait comme d'autres idées peut-être de projets qu'il voulait réaliser, fait qu'il était pas sûr. Puis à un moment donné, je pense, il a réalisé que il y avait tout ce qu'il voulait dans ce projet-là plutôt que de Mais partir. c'est beau comment il l'a dit parce qu'on lui a demandé, mais tu sais, pourquoi en fait finalement t'es devenu membre? Puis il a dit, ben, c'est que j'ai réalisé que j'étais bien. Je faisais déjà presque tout ce que moi, tu sais, je donnais mon temps, je m'investissais, j'aimais tellement ça être là, j'étais bien. Fait que finalement, pourquoi faire autre chose? Puis il a dit que une des choses qui le rend le plus heureux, c'est de partager les dîners avec le reste des gens de la coop. C'est cute. Ouais, exact. Puis tu sais, moi, ce que j'entends là-dedans, tu sais, c'est que ce qui l'interpelle le plus dans le projet, c'est les humains derrière. Puis ouais, moi aussi, je trouve ça beau, tu sais, d'entendre ça. Félix, lui, c'était le premier qui arrivait pas avec son projet. Il a comme trouvé sa place, il a trouvé sa niche dans la ferme, puis il est devenu un peu une redondance d'Alex, puis pas une redondance au sens péjoratif comme il fait le même travail, mais plutôt comme maintenant, ce sont 2 personnes à assumer des tâches similaires, fait que ça fait en sorte que le modèle devient plus résilient d'avoir 2 personnes qui connaissent un peu les mêmes tâches. Puis Félix s'est aussi spécialisé en soudure, en mécanique tracteur, tout ça. Puis maintenant, c'est la personne qui est le plus mobilisée à ces tâches-là. Puis après ça, on a Jeannot puis Manu qui sont arrivés en 2023 aussi, puis ils se sont sentis interpellés par le projet. Puis ensuite, Lydia aussi, qui est arrivée en 2024. Puis ces 3-là, finalement, sont devenus membres comme assez rapidement, après comme une année ou 2 à la coop. Puis eux aussi sont venus faire de la redondance sur d'autres postes. Puis, fait que, Venu en appui, là, ouais. ouais, ils viennent en appui, puis ils viennent aussi comme... c'est ça, ils viennent enlever de la charge mentale aux gens qui occupaient les postes. Puis quand on a un projet comme ça, où on est 4 personnes, comment est-ce qu'on garde une horizontalité de la prise de décision, une cohésion entre les gens, une amitié aussi, quand soudainement on est 10 avec des gens avec qui, bon, maintenant vous êtes tous amis, mais qui à la base sont arrivés et étaient de futurs amis, on va dire? Ben, tu sais, déjà avant de devenir membre, il avait déjà passé des saisons chez nous. Tu sais, je vous ai passé une saison maraîchère, vivre toute l'adversité du soleil qui tape puis de la pluie de septembre. Déjà, ça forge des liens quand même. Ouais. Donc, c'est ça. Tu sais, je veux dire, je pense qu'on avait déjà développé des amitiés avant qu'ils deviennent membres. Ça a différents aspects, intégrer les nouveaux membres. Il y a une forme de deuil aussi qui vient avec ça, parce que soudainement, le projet qui t'appartenait, tu dilues ton apport dedans. Mais c'est comme si d'accepter cette perte de contrôle-là, finalement, devient comme un plus après, parce que là, ça devient quelque chose qui est partagé, puis les gens amènent quelque chose aussi en joignant la coop. Mhm. Le projet prend des directions comme inattendues, finalement, Ouais. qui sont souvent mieux. Tu sais, au niveau de la gouvernance, c'est que à 4, c'était facile d'être organique. À 5, c'était encore facile d'être organique. À 6, on s'est rendu compte que ça commençait à être difficile. Puis là, quand ça s'est profilé, que Félix arrivait, puis que Manu, Jeannot, puis Lydia aussi arrivaient, là, on a commencé à vouloir agir là-dessus, puis aussi comme donner une intégration comme intéressante aux autres membres. On a commencé à faire des comités, puis À réorganiser un peu votre système de gouvernance aussi? ouais, exactement, ouais, puis à diviser finalement là, la responsabilité dans des comités, mais ça s'est fait de manière encore là organique, pas si bien réfléchie. Puis là, cette année, on est suivi par Réseau Coop pour vraiment réfléchir à notre gouvernance. C'est quoi Réseau Coop? Réseau Coop, c'est un organisme qui vient en soutien aux coopératives. Ils ont toutes sortes de soutiens là, pour le développement, pour la création, puis pour gérer des aspects coop, là, que ce soit financier ou autre, là. Puis aujourd'hui, c'est ça, quand je suis venue vous visiter, vous aviez un grand tableau, vous aviez noté les rôles de l'Assemblée générale. C'est ça pour moi aussi les communs, là, c'est que
on se réinvente au fur et à mesure que les dynamiques changent parce que des gens arrivent, des gens quittent, ce genre de choses-là. Vous n'êtes pas resté accroché à une forme rigide de l'idée que vous aviez du projet au départ. Là. Vous avez été capable de vivre ce deuil-là, comme tu dis, puis de laisser devenir autre chose. Ouais, exact. Ben, je pense que oui, chacun le vit à sa manière, mais je pense que oui, quand même. Je pense que tout le monde est content de la dynamique qui se crée à 10. Puis oui, c'est ça, tu sais, je veux dire, t'as vu le tableau, mais tu sais, il y a comme plein de feuilles aussi qui étaient au mur. Tu sais. On est vraiment dans cette réflexion-là, ça nous anime beaucoup de mieux réfléchir la ferme, tout le monde puisse avoir sa place. Tu sais, ça nous permet de décrire nos tâches, placer les différentes responsabilités à la ferme, puis ça va permettre aussi d'intégrer des nouveaux membres dans ces postes-là, parce que là, ça se faisait comme les gens qui étaient là depuis plus longtemps portaient plus de chapeaux, puis les gens qui arrivaient, le projet était assez gros que c'était difficile pour eux de comprendre, je pense, comme certains aspects. Fait que là, de tout placer ça correctement, c'est en train de clarifier la structure pour tout le monde. Je veux dire, il va peut-être avoir d'autres membres, puis n'importe qui après ça qui va arriver, ben il va avoir une structure claire, ça va être plus facile, je pense, à comprendre. Ouais. Maxime, tu voulais faire quoi quand tu étais ado? Quand j'étais ado, je me cherchais quand même pas mal. J'ai voulu être pompier. J'ai voulu être journaliste. Mais c'était pas tellement ancré dans la réalité, je pense, de ce que ces métiers-là sont. Puis après ça, je suis parti étudier en biologie en pensant que j'allais apprendre un peu. J'écoutais la BBC Planète Terre, puis j'étais comme, je vais aller apprendre comme qu'est-ce qu'ils font les animaux. Je trouve ça a l'air cool, mais finalement, tu sais, un bac en bio, c'est pas exactement ça que t'apprends, mais j'ai apprécié comme faire un parcours en sciences, puis toutes les expériences que ça m'a donné. Mais ouais, c'est ça. Tu voulais pas être agriculteur? Non, vraiment pas. C'était pas du tout dans mon radar. J'ai pas d'agriculteur dans ma famille, pas de milieu agricole. On nous encourage pas à ça à l'école. Non plus, pas du tout. Tu sais, c'est un métier difficile, souvent qui vient de la relève. Ça prend beaucoup d'investissement. C'est un beau métier, je le crois profondément. Est-ce que tu penses que ça manque d'accessibilité? Quand tu décrivais 4 jeunes super motivés à nourrir leur communauté, qui se heurtent au fait de ne pas pouvoir recevoir de prêts par les banques, vous avez quand même été chanceux d'avoir de la famille qui pouvait louer un terrain à la base. Là, c'est pas tout le monde qui a ça. Ouais, ben tu sais, je pense que se lancer en entrepreneuriat, c'est difficile, peu importe le domaine. On peut être critique envers notre système d'aide tu sais, gouvernemental, tout ça, mais je pense qu'il y a comme un bon filet. Là, en tout cas, nous, on a senti vraiment un bon accueil puis un bon filet pour partir notre entreprise. Puis on a eu de l'aide de la MRC, on a eu de l'aide de la SADC, on a eu de l'aide du MAPAC, de la financière. Je pense pas qu'on manque de... Ben, tu sais, je veux dire, ça pourrait vraiment être mieux. Là. Je pense quand même qu'on a un bon système pour aider les gens à décoller. OK. C'est bon à savoir. Il pourrait y avoir toutes sortes d'avis, je pense, à la question, mais en tout cas... Oui, mais en tout cas, toi, tu as un avis un petit peu plus positif, peut-être, ou en tout cas, tu t'es peut-être lancé dans ce projet-là au moment où il y avait des subventions intéressantes, ou entre autres, ça peut vraiment varier entre un gouvernement et un autre. Oui, puis tu sais, même entre une région et une autre. Ouais. On arrive à mes questions de la fin. Maxime, est-ce que tu sens aujourd'hui que tu es aligné avec tes valeurs? Ben oui, oui, vraiment. Le sens de la place, puis de nos valeurs, la ferme, tu sais, ça... Je pense que c'est pour ça qu'on est là beaucoup. Puis de faire ce projet-là en commun, tu sais, je découvre c'est quoi les communs, tu sais, je découvre c'est quoi le collectif, je découvre c'est quoi comme bâtir quelque chose à 10 avec comme des organes qui viennent se greffer. Ça me stimule beaucoup, ça m'apporte beaucoup de joie. Fait que je pense que c'est un bon signe que je me sens à ma place, ouais. Ouais, suivre la joie, c'est toujours une bonne idée. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier dont tu es fier? Ben, je suis fier qu'on soit rendu 10, puis qu'on ait vraiment une bonne entente. Puis tu sais, tantôt, je racontais comme l'anecdote qu'on a eu une rencontre de mi-saison cette année, puis on était en août, puis on racontait un peu c'était quoi notre saison. Puis tu sais, rendu en août, tu sais, c'est pas mal un moment de la saison où on est fatigué, on a vécu comme beaucoup d'adversité, il en reste encore beaucoup à faire. Puis là, on était les 10 autour de la table. Il y a 3 personnes qui ont pleuré. Il y a d'autres personnes qui ont pleuré parce que les autres pleuraient. Puis les gens pleuraient parce qu'ils disaient qu'ils étaient bien puis ils étaient contents d'être là. Ouais, ils pleuraient comme de reconnaissance puis de ils joie. pleuraient parce qu'ils sentaient leur place, tu sais. Oh, wow! Puis, moi aussi, j'aurais pleuré. Juste d'entendre ça. De ça, tu sais, je trouve ça incroyable. Je suis vraiment reconnaissant de ça. Puis vraiment fier, tu sais, de faire partie d'un projet qui est rendu à cet endroit-là, tu sais. Wow. Pour ma dernière question,
qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent puis qui entendent peut-être parler des communs pour la première fois? Ben, de rester curieux parce que c'est la solution. Je suis d'accord. Autrement que ça, tu sais, ouais. C'était une excellente réponse. Ben, c'était toutes mes questions. Merci énormément, Maxime, de m'accueillir chez toi, puis d'avoir accepté de participer à cette entrevue-là. Puis pour toute la gang aussi de la Charrette qui m'ont fait à manger, qui m'ont reçu, qui m'ont fait visiter, c'était super agréable. Donc, un grand merci. Grand merci à toi. Merci de donner l'occasion de parler du projet, de réfléchir, puis de continuer à répandre la bonne nouvelle. Si cet épisode a résonné avec vous, je vous invite à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'espoir, besoin d'y croire, pour qu'on y arrive ensemble. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire, ça aide à propulser le balado et à donner de la visibilité aux histoires inspirantes des gens qui changent le monde, une initiative à la fois. Finalement, si vous avez envie de vous impliquer dans des communs, d'en jaser, de participer à la vie collective, j'espère que cet épisode sera une petite étincelle qui nourrira votre élan. Merci pour votre écoute.